Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles. Notre invité pour cette émission est Philippe Juvin, eurodéputé LR en Ile-de-France. Ensemble, nous ferons un tour complet de l'actualité de l'Union européenne et nous verrons, suite aux révélations des Paradise Papers, comment l'Europe peut lutter contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Nous vous présenterons aussi durant cette émission un père fondateur de l'Union européenne, Jacques Delors. Il sera également question de vote obligatoire. La question fait débat alors que l'abstention ne cesse d'augmenter en France. Nous verrons si c'est une pratique courante chez nos voisins européens. Nous ferons le point en fin d'émission. Philippe Juvin, bonsoir. Professeur de médecine depuis 2003, vous êtes aussi docteur en sciences, chef de service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. Ça ne s'invente pas. Côté politique, vous êtes maire de la Garenne-Colombes depuis 2001, président de la fédération LRD Hauts-de-Seine depuis 2016 et eurodéputé du coup depuis 2009. Europe donc, médecine aussi. Une première question, j'ai envie de dire diagnostic. Dans quel état est l'Europe aujourd'hui, monsieur l'eurodéputé? Est-ce que vous diriez qu'elle est malade? Est-ce que vous diriez qu'elle est en pleine forme, ou alors est-ce que vous diriez qu'elle a un coup de mou à l'heure où les journées se raccourcissent? Elle est moins malade que ce que les eurosceptiques disent, mais elle est souffrante quand même. Et en particulier, elle souffre d'une difficulté de gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 28, eh bien, les prises de décision sont lentes. Quand vous prenez par exemple l'exemple du PNR, Passenger Name Recorder, vous savez, c'est ce fichier qu'on tient à jour de toutes les personnes qui empruntent l'avion en Europe. Et ce fichier permet de lutter contre le terrorisme parce qu'on arrive à cibler les gens qui prennent l'avion, qui viennent de Libye, qui vont faire un stage en Turquie, etc. Un fichier qu'ont déjà les Américains, par exemple. C'est un fichier qu'on a adopté au Parlement européen en 2016 et on a commencé à en parler en 2011. Donc vous voyez, pour une question fondamentale de sécurité des Européens, nous avons mis 5 ans à l'adopter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le mode de gouvernance est très complexe, trop complexe. Et donc ça, il faut absolument le réformer. On aura l'occasion de revenir dessus. Je suppose que l'histoire de l'Union européenne vous intéresse. Chaque mois, TV78 vous fait découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Ce mois-ci, Jacques Delors, président de la Commission européenne de 85 à 95. Beaucoup le considèrent comme un des pères fondateurs modernes de la construction européenne, à l'instar de Jean Monnet ou Robert Schuman. Son parcours avec Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet, basée dans les Yvelines. Et Jacques Delors, ça a été déjà le président qui est resté le plus longtemps président de la Commission européenne. Il est arrivé à un moment où il y avait un petit peu un ralentissement de la construction européenne et il a évidemment contribué beaucoup par ses idées, par sa volonté à relancer ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne. Je ne serai pas un montreur de foire, je ne ferai pas de promesses inconsidérées, je ne tomberai pas dans l'europessimisme. Le travail que la Commission européenne fait, évidemment, se prolonge toujours. Jacques Delors a marqué son époque et nous sommes toujours dans la continuation. Par exemple, Jacques Delors a été président un moment majeur de la chute du mur de Berlin et de la réunification de l'Europe. Vous allez célébrer ce soir cette réconciliation. Vous allez aussi chanter l'espoir pour demain d'une Europe qui serait un espace de paix, de prospérité et d'échange. Il a insufflé de grands projets. On citera parmi les plus importants l'Union monétaire européenne, puisqu'elle a été lancée via le traité de Maastricht, mais c'était sous la présidence de Jacques Delors. Également ce qu'on a appelé l'acte unique européen, qui a permis de concrétiser le grand marché européen, dans lequel évidemment nous sommes aujourd'hui de plein pied. Et il a marqué vraiment son époque. Je dirais même qu'on peut le comparer à un père fondateur finalement moderne de l'Union européenne. L'Europe sera pluraliste ou ne sera pas. L'Europe sera européenne ou ne sera rien.
Philippe Juvin, l'actualité européenne est une nouvelle fois débordante. Une nouvelle fois, c'est davantage pour mettre en avant l'inertie du vieux continent que son action. Prenons par exemple cette actualité qui commence déjà un peu à se dérober dans cette masse d'informations quotidiennes, les Paradise Papers. Cette enquête journalistique, on le rappelle, qui a dévoilé les schémas des grandes entreprises ou des fortunes personnelles pour payer moins d'impôts. On parle alors d'optimisation fiscale et la question principale qui se pose, c'est que ce n'est pas illégal, mais est-ce pour autant moral? Vous, comment vous avez jugé ça en tant qu'eurodéputé? Je vais vous répondre, mais juste avant, quand vous dites que c'est la preuve que l'Europe ne fonctionne pas bien, pardonnez-moi, mais dans tous les États membres, et en France en particulier, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Et pour autant, on ne dit pas que la France ne va pas bien. Donc il faut aussi relativiser une sorte de pessimisme habituel dont on gratifie l'Europe. Sur les Paradise Papers, les choses sont simples. Premièrement, s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Et si les gens fuient de chez nous pour aller ailleurs, c'est que probablement nous, on ne fait pas bien le travail et que nous avons créé quelques États membres, la France en particulier, a créé une situation où les gens ont envie de partir. Et il faut d'abord qu'on se pose cette question. Ce qui veut dire qu'il faudrait baisser le taux d'imposition des sociétés en France? En tout cas, faire en sorte qu'au moins en Europe, il n'y ait pas de concurrence entre les États. Or, il y a actuellement une concurrence entre les États. Et puis évidemment, en France, les taux d'imposition sont tellement hauts qu'on sait très bien qu'il y a tout un exil fiscal lié aux gens qui simplement veulent échapper à l'impôt qui est trop élevé, qui est confiscatoire. Donc il y a un vrai sujet interne, il faut d'abord se regarder soi-même. Puis il y a un deuxième sujet, vous avez raison, l'exil fiscal c'est illégal et c'est amoral, et il faut lutter contre. Alors comment on fait? Eh bien il faut qu'on ait une liste noire des paradis fiscaux et que cette liste noire soit la même pour tous les États européens, ce qui n'est pas le cas actuellement. Chaque État a sa petite liste dans son coin. Nous, ce que nous voulons ici au Parlement européen, aux Républicains, c'est que les paradis fiscaux soient identifiés identiquement en Allemagne, en Italie, en France, en Pologne, que tout le monde ait la même définition premièrement. Nous voulons ensuite que ça soit efficace. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des grands cabinets d'avocats qui vivent de montages fiscaux, non pas illégaux, mais très complexes, qui permettent à leurs clients d'échapper à l'impôt. Eh bien, nous souhaitons trouver une solution pour que les cabinets de conseil et d'avocats en particulier, qui conseillent des clients sur des sommes très importantes, il faudra voir à quel niveau on met la barre, eh bien, soient obligés d'expliquer aux administrations fiscales les montages complexes qu'ils ont mis en œuvre, justement parce que c'est une source aussi de triche. Pour revenir sur cette liste noire que vous évoquiez, le nom peut peut-être interpeller les gens qui nous écoutent. À quoi ça sert une liste noire concrètement? En quoi ça peut être gênant une fois que l'on est dessus? Vous avez raison, une fois qu'on a fait une liste des noirs des pays paradis fiscaux, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est une vraie question. Nous pensons ici qu'il faut que ça ait des conséquences, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et les conséquences, c'est quoi? Il faut que les pays européens et l'Europe elle-même n'attribuent plus de fonds européens, par exemple, d'aide au développement, à des États qui seraient des paradis fiscaux. Il faut que toutes les institutions péri-européennes, je pense à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement, qui fournit des fonds un peu partout dans le monde pour des projets d'investissement, eh bien, ne puissent plus financer de projets dans ce type de pays. Bref, il faut qu'il y ait des conséquences. Et qu'est-ce qu'on fait du coup des pays européens aussi qui parfois ont des pratiques à la limite de la légalité? Certains pays ont été pointés du doigt, on pense à Malte, on pense aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là puisqu'ils ne seront pas sur cette liste noire? Alors, ils ne seront pas sur cette liste noire si ce qu'ils font n'est pas illégal, parce que c'est là tout le sujet. Un certain nombre d'États membres ont des pratiques qui ne sont pas illégales, mais qui créent un dumping fiscal entre les États. On connaît l'exemple fameux de l'Irlande qui, face aux GAFA, a décidé d'avoir une attitude extrêmement ouverte et permet à Google, Facebook de ne pas payer, Apple de ne pas payer d'impôts. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec l'Irlande alors? Eh bien typiquement, il faut qu'on ait les mêmes attitudes face aux sociétés et nous plaidons pour que l'impôt sur les sociétés soit calculé de la même manière partout en Europe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'on ait un taux Non, pas un taux. Vous savez qu'un impôt, ça se définit avec une base, une définition d'une base.
et puis un taux qui s'applique à cette base. Bien, nous, ce que nous proposons, c'est que la base soit calculée de la même manière dans tous les États membres, et ensuite, les États membres feront ce qu'ils souhaitent en matière de taux, donc ils pourront se faire concurrence, mais loyalement, c'est-à-dire qu'on saura de quoi on parle. C'est en rapport aussi avec ce sujet de l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. C'est tout à fait ça. Je veux rebondir là-dessus. Beaucoup disent que c'est la solution, en tout cas une bonne solution. Ce projet date de 2010-2011, on est en 2017. Pourquoi tant de temps s'écoule avant qu'on agisse? Et puis on parlait des Paradise Papers, mais il y a eu aussi les Panama Papers, il y a eu les LuxLeaks. C'est très long selon vous, ça veut dire quoi? Que certains ne veulent pas bouger concrètement, les décideurs politiques? Ça signifie, comme je vous le disais au début, que la prise de décision en Europe est lente. Elle est lente parce qu'elle est compliquée, parce qu'on est 28 autour de la table et chacun a son mot à dire. Et donc, si on continue à traiter également tous les partenaires, on aura du mal à faire autre chose que de publier des intentions d'agir. En fait, parfois, et c'est ce que je reproche à l'Europe, alors que l'Europe est indispensable, il ne faut pas jouer avec ça. Mais ce que je reproche à l'Europe, c'est qu'elle se contente parfois de publier des intentions d'agir, mais qu'elle n'agit pas, parce que sa gouvernance n'est pas adaptée. Vous avez raison, l'impôt sur les sociétés commun, ça fait des siècles que nous en parlons, nous n'arrivons pas à le faire. Alors là, il s'agirait de taxer en fait les multinationales en un seul groupe et pas filiale par filiale. Il y a plusieurs choses. D'abord, même mode de calcul de l'impôt sur les sociétés. Deuxièmement, inventer un impôt nouveau pour les sociétés numériques, parce que celles-ci, évidemment, souvent échappent à l'impôt. Leurs produits sont délocalisés. Ils ne font que vendre des contenus qui ne leur appartiennent pas en les transmettant. Google ne vend pas des voitures, mais vous permet d'acheter des voitures. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle économie qui se crée et que l'impôt traditionnel n'est pas adapté. Et il n'est pas normal que Google, Facebook, Microsoft ne payent pas d'impôts et à hauteur des chiffres d'affaires et des bénéfices dont ils tirent des concitoyens européens. Alors évidemment, pour préparer cette émission, j'ai regardé certaines de vos interviews et notamment, vous avez participé à une émission sur la chaîne LCP récemment, au mois de novembre, et vous laissiez entendre avec les eurodéputés qui étaient avec vous durant cette émission que la société civile aussi avait un rôle à jouer. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les politiques n'ont plus les moyens d'agir concrètement, efficacement, et que du coup, il faut que les gens aillent dans la rue presque pour que les choses changent? Non, en fait, ce que je dis, c'est ce qui a toujours existé, toujours l'opinion publique, qu'elle s'exprime à travers les journaux, des campagnes de presse, des manifestations, Twitter ou que sais-je, toujours l'opinion publique a un rôle en politique. Et ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, cette prise de conscience de l'opinion publique du caractère très grave de l'évasion fiscale illégale, eh bien, parce qu'elle prive, c'est un rapt sur l'impôt de Monsieur Tout-le-Monde, cette affaire-là, eh bien, il y a une prise de conscience. Et je pense que il y a un moment où on peut agir. Regardez l'affaire du secret bancaire. Ça faisait des décennies que l'on disait oui, la Suisse, le Luxembourg, le secret bancaire, c'est un vrai problème. Le secret bancaire, quand les États-Unis ont décidé d'y mettre fin, ça a duré une semaine. Est-ce que la menace la plus importante aussi, c'est pas les élections européennes de 2019 et de se dire finalement, si on n'agit pas rapidement, concrètement, en 2019, ceux qui vont gagner, on les connaît, ce sont les populistes et notamment le Front National, c'était déjà le cas en 2014. Peut-être en 2018. Il est certain que ne pas vouloir poser les vrais problèmes, ne pas vouloir dire que ça ne marche pas dans certains domaines et vouloir jouer la politique de l'autruche en se disant tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est évidemment la porte ouverte à tous les anti-européens qui au fond rêvent d'une chose, c'est de détruire l'Europe. Parce que veulent toutes les AfD en Allemagne, Front National chez nous, c'est bousiller le machin. Et puis, chacun chez soi, eh bien, mes amis, si on fait ça, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Encore deux questions très rapidement. Bientôt le premier tour de l'élection pour la présidence des Républicains. Vous soutenez Laurent Wauquiez. Pour vous, c'est le sauveur de la droite. Comment vous le définiriez? Il n'y a pas de sauveur. C'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale, qui a des principes, qui saura réunir sa famille politique et qui a, pour moi c'est important, une vision de l'Europe qui est celle traditionnelle de notre famille politique, c'est-à-dire une Europe qui doit être réformée principalement et travailler sur des cercles concentriques. Il faut que les pays qui veulent plus faire et plus avancer ne soient pas bloqués par ceux qui ne veulent pas. Merci Philippe Juvin d'avoir participé à ce 7-8 Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé LR d'Île-de-France, président de la Fédération LR des Hauts-de-Seine et maire de la Garenne-Colombes aussi.
Et on en vient maintenant à notre rubrique et chez nos voisins, ça se passe comment? 57,4% d'abstention au second tour des législatives en juin, du jamais vu depuis 1958. Élection après élection en France, l'abstention ne cesse de battre des records. Et si contre l'abstention, justement, on rendait le vote obligatoire, la mesure existe déjà dans certains pays européens et elle est parfois assortie aussi de sanctions. Faut-il obliger les électeurs en France à se rendre aux urnes? Est-ce vraiment efficace? Élément de réponse avec Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct basé à Saint-Germain-en-Laye. Très précisément, le vote est obligatoire en Belgique depuis 1894, au Luxembourg depuis 1924, en Grèce, au Danemark. Alors on a aussi le Liechtenstein, bon, qui est en dehors de l'Union européenne mais qui est dans l'Europe. On a Chypre et on a dans le land autrichien du Vorarlberg depuis 1919, donc en Autriche. L'électeur ne va pas voter, il est sanctionné. Alors cette sanction peut se manifester de différentes formes. Deux possibilités, soit c'est une sanction financière qui peut être plus ou moins lourde, on a notamment par exemple le cas au Liechtenstein et en Suisse où là ce sont des sanctions financières de 2 et de 13 euros. On peut avoir des sanctions financières qui sont beaucoup plus lourdes, c'est notamment le cas en Belgique et en Autriche où on a des sanctions financières là qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Et d'autres pays comme notamment la Grèce ont appliqué une sorte de sanction, on va dire, administrative, dans le sens que lorsqu'un citoyen qui n'a pas voté souhaite faire certaines démarches administratives, notamment par exemple l'obtention d'un permis de conduire ou d'un permis de construire ou ainsi de suite, on va dire est soumis à un ralentissement des procédures administratives, c'est-à-dire que donc il doit attendre beaucoup plus longtemps, justement du fait qu'il n'est pas allé voter. Alors ce vote obligatoire a notamment été mis en place par exemple en Belgique afin d'empêcher justement alors c'était à l'époque au 19e siècle, donc le cadre, la situation maintenant est complètement différente, mais à l'époque ça avait été mis en place afin d'empêcher, d'éviter que les patrons en fait forcent les employés à venir travailler lors d'un jour de vote. Alors le vote obligatoire peut avoir une influence, alors parfois positive, parfois négative. On a notamment par exemple le cas de la Belgique ou de la Suisse, où par exemple en Belgique on a généralement un taux de participation qui est de 90%, en Suisse en moyenne c'est aux alentours de 70%, donc là effectivement le vote obligatoire a eu une influence positive. Par contre on a d'autres pays comme la Grèce où là ça n'a strictement aucune influence et où on a parfois des taux d'abstention qui montent jusqu'à 60%. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et la commenter sur nos réseaux sociaux TV78. La semaine prochaine, vous retrouverez le 7-8 politique.